Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour, d'entrée de jeu, vous souhaiter les vœux les meilleurs pour l'année qui vient de commencer. Une année qui démarre avec une action majeure du guichet unique de sensibilisation relative à l'importation des véhicules d'occasion. Je pense que le commun des Camerounais, pour la plupart, tout au moins ceux qui pensent avoir les moyens de pouvoir s'offrir un moyen de déplacement tel que les véhicules, se sont au moins une fois de leur vie posé la question comment je fais pour importer un véhicule ou bien pour acheter un véhicule. En général, il y a deux options. Soit vous allez acheter localement chez des vendeurs tels qu'à l'hôtel Londé pour Yaoundé, pour Douala. Le micro s'est coupé au moment où vous parliez du mode ou alors du choix des véhicules. Ah, voilà. Donc, je disais tantôt que les choix de mode d'acquisition de véhicules, c'est soit vous allez au niveau des parcs des ventes de véhicules d'occasion, exemple à Douala, l'hôtel Londé. On en a sur la route de l'Omnisport à Yaoundé ou bien quelque part là à Foulan, à l'entrée de Sam, on a quelque part où vous avez des véhicules d'occasion qui sont exposés comme ça. Comme je le disais tantôt, lorsque nous faisons nos statistiques au niveau de la plateforme, on constate que les véhicules ne sont pas importés par les revendeurs en majorité. Dans la majorité, chacun décide de son propre chef de faire cette acquisition à l'international. Et parfois même, c'est juste des cadeaux qu'on leur offre, un véhicule pour leur envoyer, ou bien ils ont les enfants là-bas qui leur envoient des véhicules pour qu'ils puissent l'exploiter. Et ce n'est que lorsque le véhicule est arrivé au niveau de la frontière qu'il découvre la réalité du terrain qui est de se soumettre à des exigences réglementaires pour pouvoir entrer et de jouir dans de ces véhicules-là. Et effectivement, à ce moment, beaucoup de choses peuvent paraître tracassiers, beaucoup de process peuvent paraître nouveaux pour eux et peut-être n'ayant pas l'information, ils interprètent toujours ça comme si c'était soit de l'arnaque. Et bien entendu, ce flou qui existe autour de l'accès à l'information fait également que certains intermédiaires les entraînent dans des sentiers les plus compliqués. Le guichet unique avec ses partenaires qui interviennent dans cette chaîne de dédouanement-là a donc choisi de pouvoir sensibiliser et informer, apporter la bonne information aux différents acteurs de la chaîne, non seulement les importateurs, mais également les différentes administrations qui interviennent pour leur faciliter globalement le processus. Le maître mot étant l'anticipation, parce qu'il n'est pas normal qu'un véhicule passe plus de 48 heures au niveau du port de Douala. Et nous avons plusieurs cas où ça a été possible et où c'est possible. Il suffit donc de bien savoir comment sont orchestrées les procédures, comment sont structurés les processus, quelles sont les administrations qui interviennent, quels sont les coûts afférents à chacune de ces procédures qui sont déroulées par les administrations pour pouvoir donc le faire de la manière la plus simple, la manière la plus aisée possible. Et pour pouvoir donc vous éclairer, chers internautes et chers experts qui êtes là connectés aujourd'hui, nous avons choisi une brochette d'experts et qui sont des experts pratiques et pragmatiques de ce processus de dédouanement des véhicules importés d'occasion. Donc, je profite donc de cette occasion pour me présenter. Je suis M. Abdoulaye Fauzi. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis actuellement le directeur technique du guichet unique des opérations du commerce extérieur. Et ça fait déjà presque 2 décennies que je roule ma bourse dans le cadre de la facilitation des procédures du commerce extérieur et principalement par les moyens électroniques. Et nous avons comme autre panéliste M. Ndokno Yves, qui est du ministère des Transports, qui est le chef service des transports en charge de la circulation routière au niveau de la direction des transports routiers du ministère des Transports. Nous avons également M. Moïse Minja, qui lui est de la direction générale des impôts.
qui est un expert en charge qui est le chef cellule des immatriculations, mais c'est un expert informatique qui a pratiquement 22 ans d'expérience au sein de la DGI et qui est diplômé de l'université de Yaoundé 1. Nous avons également M. Bossek, qui est SGS Civic Manager, SGS Civic Manager, disais-je tantôt, avec une expérience de plus d'une vingtaine d'années d'expérience accumulée au niveau de cette structure et particulièrement au niveau de la division du Civic, qui est le contrôle d'identification des véhicules importés d'occasion. M. Bossek est diplômé de l'ESTEC de Douala. Ensuite, nous avons notre expert douanier qui est M. Gaëtan Tetanga Pango, qui est contrôleur à la brigade des contrôles du secteur des douanes du Sud 2 et qui s'occupe particulièrement, qui a également une très longue expérience dans les questions relatives à l'importation, surtout des véhicules d'occasion au niveau des procédures d'enlèvement et procédures de dédouanement. Il nous apportera tous les éclairages relatifs à ce qui concerne l'administration des douanes. Et rappelons-le, il est diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, M. Lionel Obilitek, qui est le chef service relations clients au guichet unique. M. Obilitek est en effet responsable de la relation client et c'est lui qui encadre les usagers dans le cadre de l'utilisation des procédures qui sont déroulées au niveau de la plateforme du guichet unique. Donc, pour ceux qui sont familiers à cet outil, c'est lui qui est le patron, le super patron de la hotline, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est l'interface la plus connue du guichet unique. Et par ailleurs, M. Obilitek est également membre du secrétariat permanent du Comité national de facilitation des échanges. Voilà vraiment en quelques mots présenter les différents panélistes que nous avons bien pu identifier pour apporter l'éclairage nécessaire à cette procédure. Nous avons pris un peu de retard pour le démarrage. J'avais prévu faire un tour des panélistes pour que les uns et les autres se présentent, mais compte tenu du retard déjà enregistré, je vous suggère que nous passions directement à la phase des présentations pour nous permettre de rattraper la vingtaine de minutes que nous avons perdues au début pour démarrer ce webinaire. Et pour ce faire, nous allons immédiatement introduire M. Obilitek Lionel, qui se chargera donc de nous parler de tout ce qui est fait au niveau du guichet unique des opérations du commerce extérieur en relation avec les importations des véhicules d'occasion. Donc, M. Obilitek, vous avez la parole. Je prierai les autres panélistes de maintenir leur micro fermé, s'il vous plaît. Merci, M. Fauzi. Bonjour à tous les panélistes et à tous les participants. Je suis ravi de faire partie de ce riche panel d'experts. Donc, côté GUS, la présentation va s'articuler principalement sur les fonctionnalités du formulaire unique des opérations de commerce extérieur en ce qui concerne les véhicules d'occasion. Donc, je vais partager la présentation. On va bien évidemment faire un tour ou alors on aura un bref aperçu des missions du GUS, du contexte qui a meublé les matérialisations. Juste quelques secondes, le temps que la régie puisse me donner la main pour le partage de la présentation. Dès que vous pourrez, M. Obilitek. D'accord. Voilà, j'espère que la présentation est disponible sur l'écran. Comme je le disais il y a quelques secondes, la présentation s'articule sur les 3 points suivants: le contexte et la problématique, le GUS en bref, ses missions et quelques dates clés,
Et ensuite, le formulaire unique des opérations du commerce extérieur, côté cadre légal et réglementaire et côté fonctionnalité disponible concernant l'importation des véhicules d'occasion. Donc, sur cette diapo, on peut s'apercevoir que avant la dématérialisation, l'opérateur devait faire une sorte de parcours du combattant pour pouvoir réaliser ces procédures d'importation des véhicules en passant par, on va dire, tous les acteurs qui sont impliqués dans la procédure, notamment la douane, les gestionnaires de parc, les autorités portuaires, le GUS, le CNCC, structures dans lesquelles il avait un certain nombre de formalités à accomplir. Donc maintenant, côté guichet unique avec les partenaires, il était question de mettre en place, de permettre aux opérateurs de réaliser leurs procédures en un seul endroit et pour aller plus loin, de pouvoir mettre en place une infrastructure qui permettrait de réaliser ces procédures directement en ligne sans se déplacer. Donc, le GUS, dans ce sens-là, a été mis en place dans ce sens-là. Et nous avons deux phases majeures qui constituent la mise en place du GUS. La première phase était le GUS physique, qui consistait à réunir sur un même espace tous les opérateurs du commerce extérieur. Et la deuxième phase qui a démarré en 2008 permettait en réalité d'engager le processus de dématérialisation et de digitalisation des procédures. Nous avons d'ailleurs la première procédure qui concernait l'importation des véhicules d'occasion qui a été mise en œuvre dès 2008 et qui aujourd'hui a atteint, on va dire, un niveau où on peut parler de 100% en termes de dématérialisation de cette procédure-là. Toutes les formalités concernant le civique s'effectuent désormais de manière électronique. Donc ici, on va rappeler quelques dates clés. On a commencé en 2000 la création du guichet unique, en 2008 les premières procédures dématérialisées, notamment celle du civique, qui est aujourd'hui 100% démat. En 2015, on a l'extension des formalités au niveau du transit. En 2016, la mise en œuvre du formulaire unique des opérations du commerce extérieur et le lancement de quelques procédures concernant les administrations techniques. Et depuis 2017, on est dans un processus, dans une phase de déploiement sur l'étendue du territoire. Nous avons, il y a quelques semaines dans ce sens, lancé les services du guichet unique à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Donc, toute cette mise en œuvre se fait évidemment en s'appuyant sur des standards. On va parler de la recommandation 33 UNCFAT et du guide de mise en œuvre des guichets uniques de l'ACE qui définissent le guichet unique comme un dispositif national ou régional qui est conçu autour d'une plateforme informatique initiée par un gouvernement et qui offre aux opérateurs un point unique de soumission des informations, d'où le formulaire unique des opérations du commerce extérieur que le GUS, avec ses partenaires, a mis en œuvre. Donc, pour revenir aux véhicules d'occasion, le cadre réglementaire, on peut évoquer ces quelques textes, notamment la loi sur le commerce extérieur et les décrets d'application qui précisent que la plateforme du GUS est celle-là où les opérations du commerce extérieur doivent être effectuées. La note de service du MINFI, du DGD, la note de service 083 MINFI/DGD, qui porte les modalités d'émission des TI, étant entendu que la déclaration d'importation est l'une des premières procédures à réaliser pour importer ces véhicules-là. Ensuite, on a l'acte 3 qui reprend un peu tout ce qui tourne autour de l'évaluation des véhicules, l'instruction ministérielle parlant du civique, la note de service qui parle des modalités de mise à la consommation des véhicules et autres matériels roulants et tout récemment, en août 2020, la note de service relative aux procédures de développement des véhicules
dire, le formulaire unique relatif aux véhicules d'occasion. Donc, en termes de fonctionnalité, il est question ici de préciser que les opérateurs peuvent effectuer un ensemble d'opérations avant l'arrivée de leur véhicule. Une fois que le véhicule est arrivé, avant le débarquement chez des importateurs ou l'autorisation spéciale, il doit également effectuer le civique. Une fois le BESC effectué, il peut effectuer sa demande de fiche d'identification civique et payer les frais à partir des solutions mobiles qui ont été mises en œuvre, notamment Orange Money, Yup et nos autres partenaires Campus. Le paiement des frais permet que la fiche civique soit émise, la fiche civique provisoire avant l'arrivée du véhicule, et une fois que le véhicule a été identifié, l'opérateur peut obtenir un civique définitif. Donc voilà les procédures à réaliser avant le débarquement. Il n'est pas question d'attendre que le véhicule soit arrivé pour pouvoir effectuer ces formalités, mais le but ici est de pouvoir anticiper et réaliser un certain nombre de formalités avant l'arrivée du véhicule. Côté débarquement, l'opérateur pourra, au niveau du système douanier, saisir le numéro d'expédition GUS qui permettra ici de charger un ensemble d'informations obtenues précédemment, notamment concernant la déclaration d'importation et la fiche civique qui seront immédiatement disponibles au niveau du nouveau système douanier CAM6 lorsque l'opérateur aura saisi son numéro d'expédition GUS. Il pourra immédiatement enchaîner avec la redevance marchandise au niveau du port de Kribi et le paiement des droits et taxes qui, là également, peut se faire de manière électronique avec un ensemble de solutions que nous proposons, des solutions de paiement électronique ou alors des solutions de paiement mobile avec nos partenaires IOP, Campus et EcoBank également. Toutes les autres banques sont également connectées et permettent aux opérateurs d'effectuer ces paiements-là par d'autres moyens tels que des virements ou alors des paiements en espèces également. Donc, toutes ces fonctionnalités nécessitent également, on va dire, un accompagnement. Et c'est dans ce sens-là que le GUS a mis en œuvre des bureaux de facilitation qui permettent aux opérateurs de venir saisir leur dossier directement dans ces bureaux-là. On en a un au parc TMFD, on en a un à Kribi, à Yaoundé, à Garoua, et bien évidemment au niveau de la direction générale à Douala. Ils permettent aux opérateurs de faire le suivi de leur dossier, de saisir ces dossiers et de nous saisir également pour des besoins de formation, entre autres. Donc voilà un peu en termes de fonctionnalité, en termes d'accompagnement, ce que le GUS met en évidence, ce que le GUS propose aux opérateurs concernant les procédures d'importation des véhicules d'occasion. Donc, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez nous saisir à partir des adresses qui sont mentionnées sur cette dernière diapo. Bien, merci, Monsieur Obilitek, pour cette entrée en matière. Je remercie tantôt Monsieur Obilitek pour cette entrée en matière et surtout qu'il nous a permis
d'avoir une vue vraiment panoramique de l'ensemble des procédures qu'il faut exécuter, aussi bien pour la phase de prédédouanement, c'est-à-dire les formalités qui peuvent être exécutées avant même l'arrivée du véhicule au niveau des frontières. Comme nous l'avons dit, le maître mot dans le cadre pour pouvoir réussir une importation de véhicules, c'est l'anticipation. Et pour le faire, il faut connaître les procédures qu'il est possible d'exécuter avant même l'arrivée des véhicules. Et c'est ce que M. Obilitek a bien fait de nous rappeler. Bien entendu, avant ce rappel des procédures, il a quand même pris la peine de planter le décor pour rappeler un peu le rôle de la structure guichet unique dans la chaîne logistique qui se positionne comme un facilitateur des opérations du commerce extérieur à travers une orchestration digitale des formalités des acteurs notamment. Donc, suite à... je voudrais juste me rassurer que M. Pankop nous a effectivement rejoint en ligne. Et M. Bossek qui sont effectivement en ligne. Donc, je vais passer cette fois la parole à M. Bossek, Luc Bossek, qui est, comme nous l'avons dit, Civic Manager, qui s'occupe du contrôle d'identification des véhicules d'occasion. Nous allons lui passer la parole pour lui permettre d'aller en détail et nous permettre de comprendre de quoi il s'agit exactement. Monsieur Luc Bossek, you have the floor. Bonjour. Monsieur Bossek. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui, Luc, on te suit. Voilà. Bonjour et merci pour l'opportunité que vous donnez à la EGS d'apporter sa contribution à cet échange en vue d'éclairer les opérateurs et les acteurs du commerce international sur la procédure d'importation des véhicules d'occasion. Donc ici, je vais parler du volet qui concerne la EGS, qui est un maillon essentiel dans ce processus d'importation des véhicules d'occasion. Donc, je vais partager avec vous ma présentation qui s'articule en 5 points. Donc, dans un premier temps, on va faire un bref historique en ce qui concerne le Civic, qui est une des entités qui constitue la EGS au Cameroun. Ensuite, nous allons présenter ce qui fait l'objet de nos missions. Puis nous passerons aux étapes de la procédure civique et nous ferons un bref rappel du texte qui encadre l'évaluation des véhicules et nous terminerons par les outils d'évaluation qui sont utilisés pour pouvoir faire le travail qui est le nôtre. Donc, si nous sommes d'accord de procéder ainsi, on va commencer par l'historique du Civic. Alors, il faut dire que nous commençons sous l'appellation de CIVIO nos activités. CIVIO qui voulait dire contrôle d'identification des véhicules importés d'occasion. Alors, le CIVIO, lui, il fait l'objet d'un avenant au programme de vérification des importations au Cameroun. Donc, c'est le 13 février 2003 que le CIVIO commence son activité.
Et cette activité est encadrée par une instruction. Je peux voir, une minute, s'il vous plaît. Évolué et à partir de 2008, nous avons commencé avec la dématérialisation de la procédure civique en collaboration avec le guichet unique des opérations du commerce extérieur. Donc, le 1er janvier 2017, nous avons amorcé une phase importante en ce qui concerne l'inspection l'importation des véhicules au Cameroun, notamment avec l'inspection des véhicules neufs et des engins roulants. Étant donné que cette catégorie d'engins et de véhicules n'était pas par le passé pris en compte dans le CIVIO. Donc, ce qui va justifier que le CIVIO va changer de dénomination pour devenir le civique. Et ceci suite à une instruction ministérielle du 30 novembre 2016. Donc, le 1er août 2018 démarre effectivement la procédure du civique provisoire qui consiste à émettre un document avant l'inspection physique du véhicule. Donc, tout à l'heure, notre partenaire du guichet unique a fait part des opérations qui sont faites avant l'arrivée des véhicules et dont le civique provisoire est l'une de ces opérations qui rentrent dans ce cadre-là. Donc, le 1er novembre 2018, la dématérialisation du civique est complète et donc toutes les procédures se font dorénavant en ligne, que ce soit la soumission des dossiers, le paiement des frais civiques ou alors que le traitement final qui consiste par l'émission d'une fiche d'identification qui est reçue par voie électronique. Nous allons passer à ce qui concerne les missions du civique. Il faut dire que comme le CIVIO, le civique a pour mission d'optimiser les recettes de l'État en ce qui concerne l'importation, d'abord à la base des véhicules d'occasion. Mais aussi, à côté de ça, nous avons un dès l'arrivée du navire. C'est-à-dire qu'au niveau des débarquements, lorsque le débarquement des véhicules se fait, nous commençons par intervenir. Donc, notre intervention consiste à faire, dans un premier temps, des images, mais aussi la prise des paramètres. Une fois que cette tâche préalable a été faite au niveau des quais, elle peut être complétée pour ceux des véhicules qui n'ont pas été identifiés ou inspectés à quai au niveau des parcs. Mais aussi pour des véhicules qui arrivent en conteneur, cette opération est faite uniquement au niveau de DIT, qui a un parc pour l'inspection des véhicules arrivés en conteneur. Après l'étape d'inspection, nous avons une étape qui suit, qui est celle de la réception des demandes d'identification. En réalité, les demandes d'identification peuvent être initiées bien avant l'arrivée du navire. Tout à l'heure, je vous ai fait part de la possibilité d'avoir un civique provisoire. Donc, mais seulement, nous avons observé que dans la pratique, la plupart des importateurs attendent que le véhicule arrive avant de commencer leur procédure. Donc, pour cela, nous considérons que leur demande d'identification est reçue
après que le véhicule ait été inspecté. Donc, cette demande nous parvient via la plateforme e-Force du guichet unique et elle est constituée en une liasse documentaire qui est faite du connaissement de la carte grise, de la carte du contribuable, du certificat d'expertise pour des véhicules endommagés. Bon, il faut aussi dire que pour ce qui est de la carte des contribuables, nous avons des situations où l'usager peut, l'importateur peut avoir égaré son document et en ce moment, on lui demande d'apporter un certificat de conformité qui est émis par un expert automobile. Donc, une fois que la liasse est soumise sur la plateforme, l'importateur ou son représentant a l'obligation, pour nous assister dans ce travail-là, de payer des frais par véhicule de 25 000 francs. Le paiement de ces frais se fait aujourd'hui beaucoup plus par Orange Money, mais ça peut aussi se faire par la banque. Mais de plus en plus, les paiements se font beaucoup plus au niveau par Orange Money. Donc, une fois que le paiement est fait, nous recevons le dossier, la demande de l'importateur et nous avons une première équipe qui va faire un contrôle documentaire qui va consister à vérifier la conformité et la cohérence des documents qui nous ont été soumis. Et une fois que ceci est en phase, nous validons la demande et donc nous l'acceptons pour le traitement. Alors, le traitement du dossier au fond, en fait, il va consister à vérifier toutes les informations portées sur les documents et s'assurer qu'au niveau des paramètres d'inspection, nous avons tout ce qui nous permet de nous rassurer qu'il s'agit du véhicule concerné. Et une fois que cela est fait, nous allons procéder à une évaluation qui consiste à se prononcer en donnant une valeur. Bien entendu, les véhicules n'étant pas neufs, ici, la valeur qui est, nous devons comprendre qu'il s'agit d'une valeur résiduelle, c'est-à-dire une valeur après amortissement due à l'utilisation du véhicule sur un certain temps. Donc, cette valeur va être portée sur le document et donc, nous allons procéder également au classement tarifaire, étant donné qu'en fonction du type de véhicule et de la catégorie, les codes douaniers diffèrent. Donc, nous allons faire ce travail et ça va aboutir à l'émission d'une fiche d'identification civique. Donc, pour nous résumer, on peut avoir donc, une fiche d'identification civique provisoire qui, elle, est émise avant l'inspection ou alors avant l'arrivée du navire, mais aussi avant l'inspection même du véhicule. Et on a le civique définitif qui est émis une fois que nous avons les éléments d'inspection, c'est-à-dire les images et les paramètres du véhicule. Je pourrais ajouter que ce travail est fait conjointement avec la douane. Nous avons des partenaires de la douane qui travaillent avec nous. Donc, au niveau de chaque bureau qui est en charge des véhicules, il y a un inspecteur de douane qui est chargé de l'évaluation des véhicules. Donc, il y a une organisation qui est faite entre la SGS et la douane pour que chacun ait un niveau de compétence en ce qui concerne l'évaluation des véhicules. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si nous partons sur le principe que les gens ont souvent beaucoup plus le contact avec la douane en ce qui concerne l'importation des véhicules, c'est parce que notamment les véhicules usagés, les véhicules d'un âge très récent sont ceux qui sont évalués par les douaniers, par les inspecteurs évaluateurs de la douane. Donc, mais ce travail-là est fondé sur un certain nombre de directives. Donc, il y a un texte qui encadre l'évaluation des véhicules d'occasion. Alors, le texte de base, ici, est l'acte 387 UDA, qui fixe les modes d'évaluation des véhicules automobiles en cours d'usage
mis à la consommation sur le territoire douanier. Donc, il y a des articles assez précis qui permettent d'avoir une idée précise de ce qu'on doit faire lorsqu'on est en face d'un véhicule. Donc, la première des choses, c'est de connaître bien les paramètres du véhicule. Et une fois qu'on connaît les paramètres du véhicule, on doit prendre en compte ce que stipule chacun de ces articles-là, notamment l'article 6, qui dit que les véhicules en cours d'usage ont une valeur imposable égale à celle de la cote Argus, majorée des frais d'acheminement. Donc, dit ainsi, suppose qu'on a déjà une bonne maîtrise des caractéristiques du véhicule et qu'on va aller dans notre Argus et identifier la valeur qui correspond. Mais il peut arriver qu'il y ait des situations où le véhicule en question n'est pas repris, soit du fait qu'il n'est plus coté à l'Argus, soit alors du fait que c'est des véhicules qui ne figurent pas par leur nature dans l'Argus. D'où nous avons d'autres outils qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'évaluation. Donc, ici, vous avez une présentation, dans un premier temps, sur la première colonne, les types de véhicules. Nous avons des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires légers, les camions, les tracteurs routiers, les remorques et les semi-remorques. Donc, l'acte 387 nous dit comment est-ce qu'on peut faire des décotes lorsque on est en face d'un véhicule qui n'est plus repris, dont l'année d'utilisation n'est plus reprise dans un Argus. Donc, c'est un peu cette présentation qui est faite ici. Ensuite, nous avons des outils qui nous servent à l'évaluation. Parmi ces outils, nous avons commencé par parler de l'Argus automobile, qui lui est un journal français qui reprend généralement les valeurs résiduelles des véhicules qui sont émis sur l'espace de l'Union européenne. Donc, c'est dire que pour un véhicule qui vient par exemple des États-Unis ou du Canada, vous n'allez pas retrouver les références de ce véhicule dans l'Argus. Et donc, pour pouvoir prendre en compte l'ensemble de ces véhicules que nous évaluons, nous allons faire recours à d'autres éléments, à d'autres sources ou à d'autres outils d'évaluation, notamment des sites de cotation. Et parmi les sites de cotation, nous avons celui qui est le plus utilisé, le site Kelley Blue Book, qui lui il cote les véhicules de provenance de l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis et le Canada. Mais il faut aussi dire que et à côté aussi de ce que nous venons de citer comme site et Argus automobile, nous avons des valeurs résiduelles parce que nous avons des véhicules qui, du fait de leur vieillesse, ne sont plus longtemps cotés à l'Argus. Et donc, pour ces véhicules-là, il y a un certain nombre d'éléments qui constituent les valeurs résiduelles qui sont considérés au moment de l'évaluation. Et bien entendu, la valeur imposable d'une marchandise étant coût et fret, nous avons l'obligation pour chacun des véhicules d'affecter un montant de fret. Mais comme dans notre process, la facture de fret n'est pas un document exigible. D'accord, je vais prier M. Bosset d'accélérer un peu pour nous permettre de... Ben, je suis à la fin. Et comme je disais, la facture de fret n'est pas un document exigible, nous avons les valeurs forfaitaires de fret que nous appliquons, ce qui nous permet d'avoir des valeurs coût et fret et sur lesquelles la douane va appliquer les taux de droits de douane correspondants en fonction du code douanier affecté à chaque véhicule. Donc voilà en bref ce que nous pourrons dire pour ce qui concerne la procédure au niveau des RGS
en ce qui concerne l'importation des véhicules d'occasion, mais aussi des véhicules neufs qui, il faut le dire, ne sont pas évalués dans le cadre du civique, mais dans le cadre du RVC. Merci. Bien, merci, M. Bossek, pour cette présentation très brillante qui a été faite sur l'action que mène la RGS. Ce que nous avons compris, c'est que le travail de la RGS est celui-là qui permet de proposer à l'administration des douanes une valeur, une classification tarifaire pour que cela puisse être pris en compte dans le processus de déclaration en douane et donc partant la valeur finale que l'opérateur doit payer comme droits et taxes de douane. Mais avant de ce rappel synthétique, vous êtes allé sur l'historique qui parle du programme Civio qui a commencé depuis pratiquement quelques années et plus d'une dizaine d'années. Et en 2008, vous avez engagé la phase de la dématérialisation. Et elle s'est faite progressivement jusqu'à l'aboutissement à la dématérialisation complète quelques années plus tard, jusqu'à la prise en compte du paiement par le mobile money pour permettre à l'opérateur de ne plus avoir de bout en bout de contact avec les opérateurs. Vous nous avez également présenté quelques outils que vous utilisez pour procéder à l'évaluation. Nous prenons le cas de l'Argus, le Blue Book et éventuellement quelques sites marchands que vous utilisez pour pouvoir déterminer la valeur résiduelle du véhicule d'occasion afin de pouvoir y appliquer les formules appropriées pour déterminer la valeur imposable du véhicule. Merci encore, M. Bossek, pour cette présentation. Nous allons, avec la permission des autres panélistes et des internautes qui nous suivent en live, je le rappelle, sur le site du guichet unique des opérations du commerce extérieur, ainsi que sur Zoom, nous donnons la parole à M. Gaëtan Pangop. Je le rappelle, il est inspecteur des douanes et il a une lourde expérience dans les questions relatives à l'importation des véhicules d'un point de vue douanier. Monsieur Pangop, nous vous passons la parole. Alors, merci M. Fawzi. Bonjour tout le monde. Mes voeux les meilleurs pour l'exercice 2021 qui commence. Alors, mon intervention aujourd'hui va aller dans la continuité des précédentes interventions. Elle va se cantonner spécifiquement aux aspects qui n'ont pas été abordés, notamment par M. Bossek, parce que s'il fallait se limiter à l'évaluation, on aurait fait une grosse répétition compte tenu du fait que nos activités se jumellent et se chevauchent et s'entremêlent. Donc, on a mis l'accent, moi j'ai mis l'accent en particulier sur le processus d'évaluation, d'importation des véhicules, parce que c'est toujours une opportunité que nous avons de clarifier un peu la question de la matière de l'importation des véhicules aux usagers. Parce que, comme l'a dit M. Bossek, il y a une observation qui a été faite sur le terrain qui est un déficit d'anticipation des procédures. Alors, sans plus tarder, je vais passer, je vais bien prier le contrôle technique de nous passer l'exposé qui a été préparé. Alors, est-ce que vous avez un aperçu de l'exposé? Est-ce que le secrétariat peut partager, s'il vous plaît? Très bien. Alors, dans le cadre du processus de dédouanement des véhicules au Cameroun, nous avons
comme l'ont dit les précédents intervenants, un cadre réglementaire qui est constitué naturellement du Code des douanes de la CEMAC, de l'acte 387 qu'a indiqué M. Bossec précédemment, de la loi de 2016 qui régit le commerce extérieur, la loi de finances 2011 qui avait posé le principe de l'utilisation d'un autre outil d'évaluation, également l'instruction ministérielle 626 qui a posé le cadre du contrôle d'identification des véhicules importés au Cameroun, la note de service 186 du 20 juillet 2018 qui a réglé la procédure de dédouanement des véhicules et autres matériels importés par voie maritime en conteneur ou à nu, et enfin la plus récente qui est celle du 30 août 2020 qui a réglé la procédure d'importation des véhicules par voie terrestre. L'exposé se structure en 3 grandes parties qui vont être les formalités avant débarquement ou arrivée des véhicules, les formalités au débarquement et enfin les formalités à l'enlèvement. Pour ce qui est des formalités avant débarquement, elles vont les distinguer en fonction qu'on est le chargeur, l'importateur, le consignataire, le transporteur ou convoyeur et enfin la société d'inspection. Pour le chargeur, il est tenu de renseigner le connaissement ou le titre de transport avec les informations obligatoires suivantes, adresse et contact téléphonique du destinataire. Pour ce qui est des marchandises diverses qui accompagnent ces marchandises, ces véhicules, l'espèce, la marque, le numéro de colis, la nature, le nombre, le poids. Pour ce qui est des véhicules et matériels roulants, la marque, le type ou modèle, le numéro de châssis, indispensable, l'année de première mise en circulation, etc. Ensuite, il doit établir une liste de colisage détaillée ou un certificat de déménagement par les autorités communales ou consulaires, le cas échéant. Ensuite, après cette formalité auprès des autorités consulaires, il doit continuer par se munir d'une carte grise originale s'il a acheté le véhicule ou conserver sa carte grise originale s'il était le propriétaire de la voiture. Il doit s'établir naturellement sur le plan national une carte de contribuable qui va lui permettre d'avoir accès au système d'information douanier et de pouvoir également procéder au paiement des droits de mutation auprès de l'administration fiscale. Lesquels droits de mutation peuvent se payer dès l'achat du véhicule à l'étranger sans nécessité d'embarquer la marchandise. Ensuite, il doit établir une facture pro forma au commercial, et des déclarations d'importation ou d'importation éventuellement si les marchandises sont non soumises au PVI, ou des déclarations d'importation auprès de la SGS si ce sont des véhicules neufs ou des marchandises neuves accompagnant ces véhicules. Enfin, il doit se munir d'une fiche d'identification provisoire, comme l'a dit M. Bossec, qui permet, à partir des éléments de sa carte grise, de pouvoir avoir une pré-opinion d'évaluation de son véhicule ainsi qu'une simulation anticipée des coûts de dédouanement. Si le véhicule est accompagné de marchandises neuves ou si le véhicule en lui-même est neuf, il doit tout simplement également faire la formalité du rapport sur la valeur et le classement tarifaire auprès de la SGS, conformément au programme de vérification des importations, ou obtenir un titre dérogatoire auprès de M. le ministre des Finances ou du directeur général des douanes. Les formalités auprès de la SGS doivent être accomplies naturellement au plus tard 72 heures avant l'arrivée du navire. En ce qui concerne le transporteur, consignataire ou convoyeur, il doit enregistrer le manifeste dans la plateforme du système d'information douanier dans les délais réglementaires et en conformité avec les dispositions de l'instruction ministérielle 449 du 10 septembre 2013 portant organisation de la procédure automatisée de prise en charge des marchandises par voie maritime. Il doit naturellement communiquer au chargeur ou à son mandataire des informations sur la date d'arrivée du véhicule ou du matériel roulant afin que celui-ci prenne les dispositions anticipatives qui s'imposent. Il doit exiger également auprès de l'agent maritime la liste de colisage reprenant l'ensemble des effets et minuties en vue de leur insertion dans le manifeste y relatif.
La société d'inspection, quant à elle, en cas de conformité des documents reçus sur la plateforme électronique du GUS, délivre un civique provisoire sur la base des informations de la carte grise ou du certificat de conformité, du connaissement et de la carte de contribuable. Même en l'absence de connaissement également, elle peut tout à fait naturellement délivrer le certificat, le civique provisoire. En cas de non-conformité des documents produits, la SGS est tenue d'en informer l'usager par tout moyen laissant trace écrite. Le civique provisoire deviendra définitif si l'identification physique n'apporte pas d'informations nouvelles et contraires à celles initialement fournies. Un civique définitif sera produit sans frais et en cas de contrariété de l'un des 10 éléments avec les informations issues de l'identification civique. Physique. La deuxième partie de notre exposé va nous amener aux formalités au débarquement. Et là, on va distinguer, suivant qu'on est dans le cas des véhicules et matériels roulants, ou importés à nu, ou dans le cas des véhicules et matériels roulants importés en conteneur, et enfin, aborder les mécanismes de taxation des véhicules et matériels roulants destinés à la mise à la consommation. Je voudrais noter sur ce point, et pour des questions de célérité, que l'exposé que M. Bossec a fait tout à l'heure était tout à fait pertinent et que nous allons faire l'économie de cette troisième partie pour nous consacrer essentiellement aux deux premières. En ce qui concerne le cas des véhicules et matériels roulants et munitions transportés à nu ou en conventionnel, la première étape, c'est la brigade commerciale des douanes qui réceptionne, qui consolide dans le système informatique à la demande du consignataire les énonciations du manifeste, conformément à la réglementation en vigueur. Elle veille à ce que les véhicules, camions et autres passent par l'unité de scanning lorsque leur chargement est assimilable à celui d'un conteneur. Ensuite, procède à l'escorte des véhicules vers le site d'entreposage. Les coûts de scanning sont aux frais du chargeur naturellement. S'agissant de la CONIE, il est responsable des opérations maritimes matérielles de débarquement et de scanning des véhicules et matériels roulants, ainsi que leur transfert vers les sites d'entreposage et de dédouanement. Naturellement, dans les conditions garantissant la sécurité et l'intégrité des marchandises et sous la supervision des services des douanes compétents. La CONIE veille également à ce qu'aucune visite physique ne s'opère avant l'enregistrement d'une déclaration en détail. Quant à la SGS, dans cette deuxième étape, elle identifie les véhicules par la position des stickers, délivre le civique définitif ou le RVC et procède, le cas échéant, aux opérations de scanning lorsque les véhicules sont conteneurisés. Pour ce qui est du chargeur ou de son mandataire, il est tenu de valider la déclaration en détail du véhicule ou matériel roulant et des munitions contenues sur la foi des énonciations du connaissement, de la liste de colisage, du civique provisoire ou du RVC, le cas échéant, et de la facture commerciale. Il doit déposer la déclaration en détail et la liste documentaire au bureau des douanes domiciliataires. Cette formalité physique est naturellement appliquée dans les bureaux terrestres, là où qui sont dépourvus du système d'information. Mais pour ce qui est de tous les bureaux munis du système d'information, avec la mise en œuvre du CAMSIS aujourd'hui, c'est une formalité qui n'est plus indispensable et même qui est proscrite. Ensuite, il accomplit auprès de la CONIE toutes les formalités préparatoires à la visite physique, notamment le paiement des frais de visite. Et enfin, il s'acquitte des droits et taxes liquidés ainsi que des amendes contentieuses éventuelles. En ce qui concerne le bureau des douanes, il procède simplement à la vérification et à la liquidation des droits et taxes après exploitation des images de scanning. Il délivre ensuite le rapport de visite au plus tard 1 heure après la visite physique de conformité et le renseigne dans le système douanier d'information. Le bureau délivre, après vérification enfin, l'attestation des dédouanements sur la foi des quittances de règlement des droits et taxes liquidés et le cas échéant des amendes contentieuses et des droits de mutation et des termes émises par l'administration fiscale. S'agissant des véhicules et matériels conteneurisés, c'est plutôt ici la sous-direction de traitement de gestion du fret qui consolide dans son système informatique et à la demande du consignataire les énonciations du manifeste conformément à la réglementation en vigueur, conditionne la recevabilité des demandes de modification de manifeste à la présentation de l'image de scanning
et rejette systématiquement toute demande de modification motivée par des rapports de visite antérieurs à la déclaration en détail. La CONIE, quant à lui, est responsable des opérations matérielles de débarquement et de scanning des conteneurs, ainsi que leur transfert vers les sites d'entreposage et aires de dédouanement dans des conditions garantissant naturellement la sécurité et l'intégrité des cargaisons et sous la supervision des services des douanes compétents. Il veille également à ce qu'aucune visite physique ne s'opère avant l'enregistrement de la déclaration en détail et sans autorisation expresse du bureau des douanes domiciliataires. Enfin, la Société Générale de Surveillance va procéder aux opérations de scanning des conteneurs, identifier les véhicules avec apposition de stickers durant les visites à quai et délivrer les suivis définitifs si les informations, les suivis définitifs qui soit peuvent confirmer les informations initiales, soit les infirmer ou le RVC afin de pouvoir faciliter l'appurement des déclarations. Le chargeur ou son mandataire, quant à lui, valide la déclaration en détail du véhicule ou matériel roulant et des marchandises conteneurisées sur la foi des énonciations du connaissement, de la liste de colisage, du suivi provisoire, du RVC et de la facture commerciale. Il dépose la déclaration en détail et la gage documentaire au bureau des douanes domiciliataires, accomplit auprès de la CONIE toutes les formalités préparatoires à la visite physique, s'acquitte des droits et taxes liquidés et des amendes contentieuses éventuelles. Et enfin, pour ce qui est du dernier intervenant qui est le bureau des douanes, il vérifie également et liquide les droits et taxes après exploitation des images scanning, autorise la visite physique du conteneur, délivre le rapport de visite au plus tard 2 heures après la visite physique de conformité et le renseigne dans le système d'information, constate sur le procès verbal les infractions éventuellement relevées lors de la visite physique et fixe les pénalités contentieuses. Délivre après vérification l'attestation de dédouanement sur la foi des quittances de règlement des droits et taxes liquidés, ainsi que le cas échéant des amendes contentieuses et des droits de mutation et de timbre émises par l'administration fiscale. Bien, pour ce qui est des formalités d'enlèvement, bien entendu, le chargeur doit se munir de tous les documents de procédure et attestation de dédouanement pour prendre la tâche du consignataire pour l'obtention du bon à délivrer et procéder à l'opération matérielle de sortie dès obtention de son bon de sortie de la CONIE. Les brigades des douanes en charge des accès portuaires vont procéder aux constatations de sortie après un contrôle de conformité documentaire classique. Enfin, la CONIE, quant à lui, va délivrer le bon de sortie et les procès-verbaux de livraison, ce qu'on appelle communément ticket, sur la foi des constats de sortie émis par les brigades des douanes, des accès et du bon à délivrer du consignataire. Bien, avant d'arriver à... Nous sommes parvenus au terme de la partie théorique, véritablement, de cette procédure, mais je voudrais faire un petit commentaire sommaire sur la pratique, notamment sur ce qu'a dit précédemment M. Bossec en ce qui concerne les conditions réglementaires d'évaluation. Ce qu'il faut noter, c'est que, compte tenu de l'antériorité du texte qui fonde l'évaluation des véhicules, notamment l'acte 387, qui est un texte communautaire, et qui est très, très rigoureux, parce qu'en 87, il est bien évident que l'évolution du commerce international n'était pas la même que celle que nous connaissons depuis une vingtaine d'années. Et donc, les outils qui étaient disponibles à l'époque, vous voyez que c'est le seul texte d'une communauté qui a adossé l'évaluation sur l'expertise d'un journal d'une entreprise privée. Et donc, nous observons avec l'avènement du corona que depuis le 11 avril 2020, la société Argus de l'automobile n'a pas émis de version physique de l'Argus. Donc, nous sommes en train d'aller à 10 mois matériellement, compte tenu des contraintes de distanciation sociale. Cette société n'a pas émis d'Argus physique et ça pose une véritable difficulté sur le plan opérationnel parce que autant les côtes étaient sur l'exercice 2020 ne varient pas, sur un exercice généralement ne varie pas énormément, autant dès qu'on bascule sur un autre exercice, et je passe au contrôle de M. Bossec, on remarque qu'il y a une dépréciation en fonction de l'année de mise en circulation. Et donc, c'est une problématique aujourd'hui sur laquelle nous allons certainement initier une réflexion
synergique avec tous les intervenants du processus pour pouvoir déterminer un nouvel outil beaucoup plus adapté qui prenne en compte la réalité matérielle des opérations d'évaluation par rapport au contexte actuel. Autre petit point de digression, c'est que on reçoit souvent beaucoup de complaintes quant à la lourdeur et la dureté du texte de l'acte 387. Il faut noter que dans son exposé, M. Bozek l'a dit, la pratique, c'est de faire des décotes en fonction de la vétusté des véhicules et matériels roulants. Mais cette pratique, en réalité, c'est une pratique à tolérer le service parce que la réglementation n'autorise la décote ou la dépréciation que pour les véhicules en changement de résidence. Ça veut dire que si vous n'êtes pas en train de déménager d'un pays étranger pour revenir au Cameroun, et notamment, et que vous ne justifiez, et doublement il faut justifier de la propriété du véhicule depuis au moins 6 mois, vous n'êtes pas théoriquement éligible aux conditions de dépréciation. Mais malgré cette rigueur extrême de la réglementation communautaire, l'administration des douanes a pris en compte les réalités socio-économiques et a acté le principe de la mise en œuvre de la dépréciation, malgré que le texte ne l'y autorise pas formellement. Donc, c'est 2 précisions que je voulais apporter, parce que certainement qu'il y aura un florilège de questions relativement à la nature de l'évaluation des véhicules et parfois notamment sur leur dureté. Donc, il est important que les usagers gardent à l'esprit cette réalité. Tous les textes et références qui vous ont été cités pourront vous être communiqués naturellement par le canal du guichet unique. Donc, ils sont à ma disposition et je pourrais vous les transmettre sur demande. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Bien, merci, M. Pango. Vous avez vraiment essayé de nous clarifier pas mal de choses d'un point de vue douanier et nous vous remercions pour la qualité de votre exposé, au cours duquel d'ailleurs vous êtes revenu sur les textes qui encadrent globalement le dédouanement des véhicules d'un point de vue douanier et vous êtes allé disséquer de bout en bout toutes les formalités qui, d'un point de vue douanier, sont pourvoyeuses d'informations utiles à l'accomplissement de la mission douanière dans le cadre de l'importation des véhicules d'occasion, que ce soit les intervenants logistiques tels que les accompagnants, les consignataires, les transporteurs. Vous avez su également, vous les avez clairement positionner leur rôle dans l'ensemble de la chaîne. Aussi bien les autres administrations connexes, que ce soit la SGS qui vous a déjà gratifié d'un client exposé sur ses missions et bien entendu les échanges d'informations digitales que vous faites avec la plateforme du guichet unique, sachant bien entendu que vers la fin de votre exposé, vous avez quand même posé un certain nombre de questionnements pertinents. Est-ce que nous restons sur la même logique d'évaluation? Est-ce que nous restons figés sur les mêmes outils d'évaluation, notamment au niveau de l'agence d'inspection qui vous accompagne dans le cadre de la sécurisation des recettes? En tout cas, la réponse semble nous trouver, selon vous, il faut absolument qu'on fasse évoluer ces méthodes d'évaluation pour être arrivé à des outils beaucoup plus actuels qui seraient à mesure, par exemple, de nous faire comment j'ai dit, relever le défi de l'évaluation avec la pandémie de la COVID-19 qui est en train de sévir en ce moment et qui nous annonce qu'on sera encore le voisin, tout au moins pendant quelques mois, avant qu'elle ne nous laisse tranquille. Donc voilà, en quintessence, de manière très synthétique, ce que vous avez bien voulu nous servir à travers votre exposé. Notre expert de la Direction générale des impôts ne sera malheureusement pas avec nous parce qu'il intervient dans une autre phase qui est très importante, celle de l'immatriculation des véhicules, celle de la mutation. Parce que lorsque vous importez un véhicule, le véhicule vient avec une carte grise.
sauf si c'est vous qui l'avez de l'autre côté, mais il vient généralement avec une carte grise qui appartient à son propriétaire du pays d'importation. Et lorsque vous arrivez sur le territoire, il faut procéder à une mutation. Et pour ce faire, il y a des droits d'impôt auxquels vous devez vous acquitter, qu'on aurait bien souhaité qu'il nous clarifie. Malheureusement, il n'est pas là. M. Obilitech nous facilitera la compréhension de cette partie-là. Cependant, avant que M. Obilitech n'intervienne, nous allons passer la parole à M. Pardon, excusez-moi, à M. Ndono Yves, qui est chef de service d'études de transport et de la circulation routière à la direction des transports routiers du ministère en charge des transports. Ce dernier va nous édifier sur les questions relatives justement à cette mutation qui se matérialise généralement par une immatriculation sur le plan national. Monsieur Ndono, en espérant que j'ai précoché votre nom, parce que j'ai du mal à le prononcer depuis le début. Vous avez la parole. Oui, monsieur Ndono, si vous nous écoutez, vous avez la parole. Oui, je vous écoute parfaitement là. Voilà, c'est bon. Oui, je vous écoute. Merci de me passer la parole. Effectivement, je suis M. Yves Ndono, en charge des chefs services en charge des titres de transport et de la circulation routière. Est-ce que la régie peut nous faciliter avec la transmission de l'exposé, s'il vous plaît? Monsieur Ndono, avec votre permission, peut-être si vous pouvez commencer déjà à réagir le temps que la régie nous positionne pour ne pas tomber dans déjà à nous d'être très imparti court. Appesantir sur le certificat d'immatriculation des véhicules. Nous avons constitué notre plan de travail ainsi qui suit. Une première rubrique qui est réservée à la définition
Une seconde, le test réglementaire encadrant effectivement la procédure de délivrance de l'immatriculation des véhicules. En troisième, qui est celui des principaux acteurs ou intervenants. Au quatrième point, qui est celui des perspectives. Et en dernier, la conclusion. Le certificat d'immatriculation, communément appelé carte grise, est un document délivré par les services compétents et permettant de circuler sur les voies publiques. Ce document a connu des évolutions dans sa délivrance, de sa production manuelle mise sur pied depuis 2009, de sa production manuelle à sa numérisation effectuée depuis 2009, c'est afin de permettre sa sécurisation et sa remise aux normes internationales en vigueur. Et depuis 2020, le format de ce document qui a changé en support PVC, épousant d'ailleurs les dimensions d'une carte bancaire, voire d'une carte de visite. Il est délivré, ce document, en fonction du type de véhicule et de moteur, se suivant des normes et des tests réglementaires. S'agissant des tests réglementaires, nous en comptons plusieurs. Nous avons le premier qui est le décret numéro 79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret numéro 86/818 du 30 juin 1986. Ensuite, l'arrêté numéro 94/004/A/MI du 21 novembre 1994 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques. Les principaux acteurs et intervenants. Okay. Nous en dénombrons 5 principaux acteurs, voire intervenants, à savoir en premier le ministère des Transports, à travers sa direction des transports routiers qui joue principalement un rôle de coordination. Ensuite, les délégations régionales qui, effectivement, sur le terrain, implémentent justement la délivrance des titres de transport. Et depuis le 11 janvier 2021, il a été mis en place un dispositif pour les délégations départementales afin de procéder à la décongestion des grands centres de production et également de faire un rapprochement du service public auprès des usagers. Le quatrième acteur voire intervenant est l'opérateur concessionnaire agréé, Hightech Télésoft, qui est chargé, par le choix de l'État, de mener sur l'aspect technique la production des certificats d'immatriculation. Cet acteur joue un rôle vraiment assez important. Pourquoi? Parce que la numérisation s'est effectuée à travers celui-ci et l'innovation en cours qui se fait à travers le support PVC est également une idée innovatrice menée par ces derniers. En cinquième position, nous avons les usagers. Les usagers, parce que c'est à partir de cela que le processus s'entame, voire se déclenche. En conclusion, l'usager étant au cœur de la délivrance des certificats d'immatriculation, le ministère des Transports a mis sur pied des outils permettant d'obtenir la satisfaction de ceux-ci, à savoir la réduction des délais de production et l'avènement de nouveaux supports avec des normes de sécurité optimales. Merci pour l'aimable attention accordée. Merci, Monsieur Dono, pour cette présentation assez succincte mais très précise sur le processus qui conduit à l'immatriculation. Vous êtes revenu sur les prérequis, c'est-à-dire les différentes documentations nécessaires. Et vous avez disséqué également tous les différents intervenants qui interviennent, ici, permettez-moi la tautologie, afin de permettre que nous puissions disposer d'un
d'une carte grise qui elle-même a connu beaucoup d'innovations aujourd'hui, au point avec la digitalisation et avec l'intégration des instruments sécurisés, du moins des instruments sophistiqués de sécurisation de l'information et de ce document, vous avez pu aboutir d'ailleurs à un format qui se rapproche davantage du cadre bancaire aujourd'hui, mais qui permet justement à l'administration des transports d'être sûr de l'immatriculation des véhicules importés d'occasion. Cette opération qui se situe à la fin de la chaîne permet de matérialiser de manière administrative le changement de propriétaire du véhicule d'un du pays d'importation vers le propriétaire qui l'a acquis avec un identifiant précis pour pouvoir donc, le rattacher à ce véhicule. Merci encore pour cette présentation assez claire. Nous avons encore quelques minutes qui nous restent. Et pendant ces quelques minutes, nous allons les consacrer à répondre à quelques préoccupations que nous avons reçues déjà en écrit. La première préoccupation, elle concerne essentiellement l'émanage des documents. Je voudrais rappeler à tous les panélistes, à tous les internautes qui sont connectés sur Zoom, ainsi qu'à ceux qui nous suivent en live sur la page Facebook, que les documents qui ont été présentés et utilisés par les experts seront envoyés soit dans leurs adresses email ou rendus disponibles en téléchargement par tous nos canaux digitaux que vous consultez souvent. Donc, si vous le souhaitez le recevoir, ne serait-ce que sur le fil de l'actualité, le fil des commentaires du live sur Facebook, pour ceux qui ne sont pas connectés sur Zoom, vous pouvez laisser vos adresses email. Pour ceux qui sont connectés directement sur Zoom, nous allons vous envoyer, puisque nous avons directement vos adresses email après vos enregistrements. La deuxième préoccupation que je vais passer, c'est une question qui a été posée directement à M. Boussek. Monsieur Boussek, nous avons Madame, je pense, Laure Nadège Mbanga Egenga, qui voudrait savoir si la valeur imposable, c'est coût assurance frais ou bien coût et frais. Selon elle, vous avez semblé parler de coût et frais seulement pour le cas des véhicules. Monsieur Boussek, vous avez la parole. Monsieur Boussek. Oui, allô? Oui, monsieur Boussek. Je ne sais pas si vous avez entendu la question qui vous a été adressée directement. Alors, la question porte sur la valeur imposable. Elle voudrait savoir si c'est coût, assurance, frais ou coût et frais, parce que vous avez semblé dire coût et frais. Oui, c'est coût et frais. En fait, pour ce qui est des véhicules, la donnée assurance n'est pas prise en compte. Bien. Donc, c'est une valeur coût et frais. Bien, merci, c'est très clair. Pour les véhicules d'occasion, c'est une valeur coût et frais. Bien. Maintenant que nous avons épuisé avec les questions écrites, nous avons encore quelques instants. Nous allons passer la parole respectivement à Régine Mekayou et à Chibou Nankam Doristira. La régie, s'il vous plaît. Si Madame Régine Mekayou nous écoute, qu'elle active son micro, qu'elle pose sa question et afin qu'on passe la parole également à elle semble ne pas nous écouter. Nous allons passer la parole au suivant, Monsieur Chibou.
pardon, Madame ou Mademoiselle Chibou Nankam-Doristela. Si vous nous écoutez, nous vous prions de poser votre question. Allô? Oui, nous vous écoutons, Madame Chibou. Oui, bonsoir. Oui. Je m'excuse, j'ai pris le forum presque à la fin. J'aimerais savoir, c'est possible qu'on puisse avoir les PowerPoint par mail? Oui, effectivement. Vous êtes lors de votre enregistrement, nous avons eu votre adresse email comme vous êtes connecté directement sur Zoom. Bien évidemment. Voilà, c'est ce que j'ai annoncé au moment où j'ouvrais le panel pour les questions. Donc, vous les aurez, ne vous en faites. Nous allons prendre M. Sorel Com qui a préféré poser sa question par écrit. Et il s'adresse particulièrement à M. Bostek et M. Pangop. Quel est le principe de l'évaluation pour les agents de travaux publics, étant donné qu'ils peuvent être issus d'un processus de reconditionnement ou de refurbishing? Donc, vous avez la parole. Nous allons commencer par M. Pangop et puis M. Bostek. Alors, oui, merci M. Fawzi. Oui, il faut dire que cette question ne concerne même essentiellement pas M. Bostek parce que M. Bostek est en charge du programme civique qui s'occupe des véhicules d'occasion et donc les matériels roulants n'y sont pas éligibles. Les engins n'y sont pas éligibles. Bien, pour ce qui est du processus d'évaluation des engins, il faut intégrer que nous avons l'instruction 626, effectivement, qui a institué la compétence de la Société Générale de Surveillance en ce qui concerne naturellement les engins neufs qui sont soumis au programme de vérification des importations, mais restituer la compétence au bureau de destination en ce qui concerne les engins d'occasion. Alors, en ce qui concerne donc les engins d'occasion, le bureau procède aux évaluations sur la base des critères suivants. Il procède d'abord par l'identification de la zone de provenance. Donc, vous pouvez avoir un engin qui va venir soit de l'Amérique du Nord, vous aurez un engin soit qui vient de la Chine, soit qui vient de l'Amérique du Sud ou de l'Europe. Ce sont généralement les grandes zones de provenance. Et donc, pour procéder à ces évaluations, on a des sites de référence qui nous permettent d'avoir une analyse comparative des coûts moyens des modèles de ces engins sur ces marchés-là. Alors, avant de commencer à utiliser les données les données de cotation des coûts de ces sites, on procède systématiquement à une visite physique de l'engin qui va nous permettre préalablement d'identifier le modèle de manière précise, l'âge. Quand je dis l'âge, c'est la date de fabrication, parce que l'âge, en matière d'engin, il faut faire une nuance très importante. C'est que vous pouvez avoir un engin qui est fabriqué en 2005 ou en 1995, mais dont l'horodateur, qui est en fait l'équivalent de son compteur kilométrique pour un véhicule, dont l'horodateur a au compteur 500 heures. Ça veut dire que l'engin, bien qu'étant de 1995, est un engin qui n'a travaillé que pendant 500 heures. Si on considère qu'une journée d'un engin de travail ne peut pas dépasser 12 heures de temps, vous pouvez bien imaginer qu'en termes de ratio, cet engin n'a pas travaillé plus de 40 jours, moins de 2 mois. Donc, il a encore toutes les caractéristiques d'un engin neuf. Et à partir de là, vous observerez, même vous les particuliers, que les prix que les vendeurs offrent sur ces sites dépendent essentiellement de la donnée des horodateurs. Donc, lorsque le service dispose des données de l'horodateur, il s'en sert pour faire chercher la référence équivalente sur le marché international de la zone de provenance. Maintenant, lorsque les horodateurs sont défectueux, soit parce qu'ils ont été détruits ou parce qu'ils ont été endommagés, ils sont endommagés par l'usure, on va simplement faire une moyenne générale des prix du même modèle par rapport à l'année de fabrication. Donc, si c'est par exemple, ça vient des États-Unis, on a quelques sites de référence que sont notamment le MarketBook
ou le machinerytrader.com qui nous permettent de pouvoir faire des recherches spécifiques et parvenir à l'isolement et l'identification précise de l'engin. Maintenant, si le modèle que nous recherchons n'est pas disponible sur ces sites-là, en vertu du principe de l'évaluation des marchandises similaires, on va se reporter vers les sites des autres zones du monde, qui peuvent être soit la Chine, soit l'Europe, ou même l'Afrique, avec les mêmes références d'horodatage pour pouvoir rechercher le prix le plus proche pour le même type d'engin en termes de moyenne. Donc, on va prendre la moyenne sur la base, par exemple, de l'aspect physique. Vous voyez l'aspect général de l'engin, un niveau d'usure de la pneumatique, par exemple, qui est assez faible. Vous avez le niveau de rouille qui est moins important ou plus important. Donc, on identifiera les engins qui ont à peu près les mêmes caractéristiques physiques. On prendra les cours des 4 ou 5 premiers engins et on fera une moyenne. Donc, voilà comment nous procédons pour déterminer la valeur des engins. J'espère que M. Com a été satisfait par ces explications. Merci, M. Pangor. Nous espérons effectivement que M. Com a été satisfait par cette réponse. Nous avons Mme Régine Mayoka qui a posé une question écrite, qui voulait savoir si, comme M. Bossek a parlé de l'évaluation des véhicules neufs pas containerisés par le RVC, elle voulait savoir si la DI n'est pas soumise, et de savoir si la DI n'est pas soumise et qu'elle ne répond pas à une valeur forte supérieure à 2 millions, la marchandise sera évaluée selon la LGS ou bien selon les autres services qui évaluera. Bon, c'est vrai que Madame Mekayoum, je ne sais pas si on a des véhicules neufs de moins de 2 millions, mais en dehors de Tata qui a réussi l'exploit de nous en produire en moins de 1,5 million, je pense par là. Mais je laisse quand même la parole à l'expert pour de réagir directement. Ça, là, nous sommes dans le cas d'un véhicule neuf de moins de 2 millions. Bon, c'est vrai que vous avez commencé à apporter une réponse à la question. Un véhicule neuf de moins de 2 millions, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible parce que lorsqu'on regarde même ceux qui sont usagés, les plus petits véhicules usagés de moins 20 ans sont déjà dans les 630 000. Donc, les véhicules neufs usagés de moins de 2 millions, c'est impossible. Les véhicules neufs de moins de 2 millions, c'est impossible. Mais tout compte fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est véhicule neuf, au niveau de la procédure civique, nous faisons uniquement les images du véhicule, l'inspection, mais l'évaluation est faite au niveau du RVC, c'est-à-dire qu'on lève une DI et un RVC est émis. Et donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Bien, merci. Nous espérons que Mme Régine est satisfaite de la réponse. Je vais passer la parole à M. Luc Hehen, qui a la main levée depuis un petit bout déjà. Et après, il sera suivi de M. Claude Hervé Ngali Ahanda. M. Luc Hehen, vous avez la parole. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Oui, ma question concernait le civique parce qu'en fait, j'ai manqué une partie de la présentation. Mais c'était concernant l'inspection des véhicules parce qu'on a parlé de véhicules qui devraient être inspectés et puis la procédure de la photo, c'est ce que je n'ai pas pu comprendre. Donc, je sais qu'on avait M. Bossek qui intervenait. S'il peut juste me reprendre cette partie. Je sais que les diapos seront envoyés par email, mais peut-être avoir cet éclaircissement par rapport à la photo, comment est-ce que c'est évalué. Merci. Nous passons la parole à M. Bossek qui va finir par être la star des panélistes.
Oui, merci. Bon, je disais que l'inspection en elle-même a deux phases. Il y a une phase photo qui consiste en une prise des vues. C'est des vues qui doivent être significatives de l'état du véhicule, mais aussi des informations que nous souhaitons avoir, notamment une vue qui nous présente le châssis du véhicule, mais également les 3 autres vues, parce que le document que nous émettons a 4 vues. Les 3 autres vues doivent pouvoir ressortir une, l'état du moteur du véhicule, les 2 autres, l'état physique du véhicule. Donc, voilà ce qui est pour les vues. Donc, l'idée ici, c'est qu'on ait l'information précise concernant le numéro du châssis de véhicule. La deuxième phase de l'inspection consiste en une prise des paramètres. Ces paramètres qui sont notamment le modèle du véhicule, la marque, le nombre de places, le nombre de portières. Et tout ça, ça a un impact au niveau de l'évaluation parce qu'un véhicule de même marque et de même modèle qui a 5 portières a une valeur un peu plus élevée que celui qui a 3 portières. Donc, c'est pour ça que tous ces paramètres-là sont pris en compte au moment de l'évaluation. Donc, les images viennent compléter en fait les paramètres qui sont relevés et qui peuvent par moment être même repris sur la carte grise qui est présentée au moment de soumettre le dossier. Merci. Je pense avoir apporté un élément d'éclairage, si c'est le cas. Bien, merci. Nous espérons que M. en sera satisfait. Nous allons, vu que le temps nous tient à la gauche, prendre une dernière intervention verbale et clôturer par la dernière question écrite que nous avons. Donc, nous passons la parole donc à M. Aranda Gali, Hervé Claude. Bien, bonsoir. Bonsoir. Oui, je salue déjà l'éloquence et la pertinence de tous les intervenants. Je suis importateur et acteur de la société civile. Donc, mes préoccupations s'adressent particulièrement au douanier, M. Pangop, que je salue particulièrement. Je voudrais qu'il puisse nous dégager un peu les responsabilités au niveau de la sécurité des véhicules. On n'en a pas, c'est vrai que c'est un domaine qu'on n'a pas trop abordé. Moi, particulièrement, j'ai eu souvent à sortir des véhicules et qui, à l'arrivée, se retrouvent dans un état vraiment piteux et regrettable. Ça, c'est d'un point. Et le deuxième point s'adresse à M. Ndono. Il y a eu très récemment dans les villes de Yaoundé une traque des véhicules par châssis. Je voudrais bien connaître quelle est la réglementation, quels sont les textes juridiques qui encadrent cette procédure qui a été très récente. Donc, merci bien. Bien, merci M. Aranda pour ces questions adressées à 2 panélistes, M. Ndono et M. Pangop. Nous commencerons par M. Pangop. Bien, merci M. Fauzi. Bonsoir à M. Aranda également, que je salue. Alors, pour la question de la sécurité, durant mon exposé, lorsque je ressortais les différents intervenants et leur rôle, j'ai précisé clairement que l'accognée qui sur la place portuaire est le magasinier en quelque sorte des marchandises, qui peut être un accognée de conventionnel ou un accognée de conteneur, a la responsabilité de la sécurité de la marchandise qu'il réceptionne sur son site d'entreposage. Alors, donc, tout va dépendre maintenant si le dommage que vous avez eu est un dommage qui a été réalisé au départ, c'est-à-dire sur le bateau pendant le voyage ou pendant le processus de débarquement, c'est-à-dire de la sortie du navire jusqu'à l'entrée du parc. Et là, il faudra simplement segmenter ces différentes responsabilités pour savoir quel est l'acteur qui va en assumer les conséquences. Mais c'est un exercice qui requiert déjà à la base que des précautions préalables aient été prises à l'étranger, notamment un ensemble de vues maximum au moment de l'embarquement pour que la matérialité du dommage puisse être
défendue clairement lorsque elle est constatée à l'arrivée. Donc, ce préalable doit être fait chaque fois que vous expédiez une marchandise, qu'elle soit véhicule ou tout autre type, de tout autre type. Vous devez toujours prendre le maximum de prises de vue avant l'embarquement ou la rentrée sur le site portuaire. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, ici, pour le constat des dommages, il y a ce qu'on appelle le commissionnaire aux avaries, qui est l'acteur, l'intervenant portuaire qui est le plus approprié pour constater qu'une marchandise partie dans un état, présumément dans un état correct, est arrivée au lieu de destination avec des dommages. Et donc, lorsque vous faites vos procédures, lorsque la procédure est en cours de dédouanement, vous devez systématiquement requérir de votre commissionnaire en douane agréé qu'il vous informe de tout dommage ou tout dégât éventuel qu'il constaterait pendant la procédure et notamment la visite physique de conformité qui se fait soit à quai dans les conteneurs, soit sur le site d'entreposage pour ce qui concerne les véhicules d'occasion. Bien, une fois que les constatations faites par le commissionnaire aux avaries sont effectuées, vous avez simplement qu'à contacter le représentant de l'armateur ou du transporteur maritime qui a porté votre marchandise, qui est généralement le consignataire, celui qui vous délivre le bon enlevé, pour lui soumettre les éléments de vérification, de constatation du commissionnaire aux avaries, et le processus contentieux va être enclenché et la réparation effectuée. J'espère que ces explications vous auront apporté convenance. Je vais passer la parole à M. Ndono pour la suite. Oui, M. Ndono, vous la parole. Monsieur Ndono, votre micro est coupé, s'il vous plaît. C'est bon? Allô? Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Oui, je disais, les opérations de contrôle généralement lancées sur la base des châssis des véhicules, c'est des opérations qui sont la plupart du temps déclenchées par la direction générale des douanes, voire des forces sécuritaires. Ça peut être la gendarmerie, ça peut être la police à travers Interpol. Et ces missions-là, généralement, ont pour but de contrôler si effectivement les opérations de dédouanement se sont effectuées de manière conforme. Parce que nous avons par exemple des véhicules qui entrent par les voies terrestres, et c'est d'ailleurs ce qui pose généralement le plus de problèmes, parce que ces véhicules, ils entrent et le processus de dédouanement, il ne suit vraiment pas son cours normal. Donc, il arrive donc au bout d'un certain temps que, bon, effectivement, les services de transport, c'est-à-dire les services compétents, aient délivré des cartes grises et tout, c'est-à-dire c'est des véhicules qui roulent déjà avec des immatriculations, mais dont le processus de dédouanement n'a pas été fait vraiment dans les règles de l'art. Ça peut être également des véhicules, par exemple, volés depuis les frontières. Nous avons des véhicules qui entrent dans le territoire, la plupart du temps, c'est des grosses cylindrées. Ça peut être des engins de travaux publics qui ont été acquis dans des moyens vraiment malveillants, on peut le dire ainsi, vous permettez l'expression. Et il arrive bien que lorsque la procédure est lancée, effectivement, que le contrôle se fasse sur la base du numéro de châssis, parce que le châssis constitue un peu l'ADN soit d'un engin ou d'une voiture. Donc, lorsqu'on mène le contrôle, on s'appesantit sur le numéro de châssis pour faire une confrontation, pour s'assurer effectivement du titre de propriété qui est dessus. J'espère avoir répondu à la préoccupation de l'intervenant. Merci. Merci pour ces réponses de nos deux précédents panélistes. Nous sommes normalement arrivés au temps imparti à ce webinaire. Nous avons en suspens 3 questions
Je vais répondre rapidement à deux. Monsieur, bon, le nom n'est pas là, mais c'est monsieur Didier, excusez-moi, monsieur Sintak, pardon, qui pose la question de savoir si un véhicule coûte, de combien de temps on dispose pour établir une carte grise. La réglementation en principe prévoit 3 mois, mais vous pouvez le faire avant. La dernière question à laquelle nous allons certainement envoyer des questions à des réponses par mail, c'est celle de M. Hippolyte Fouguin, qui voudrait savoir, concernant les chariots élévateurs, il a même précisé la position tarifaire conteneurisée avec DI. Est-ce qu'ils sont classés comme des véhicules ou alors ils sont soumis à la procédure du civique? Et en particulier, est-ce que ces opérations du civique peuvent se faire sans le recours à un commissionnaire en douane agréé? Donc voilà, Monsieur Fauguin, nous allons collecter la réponse de la réponse écrite de M. Bossec que nous allons vous envoyer par mail. Je voudrais, avec votre permission à tous, aussi bien les internautes, vous présenter les sincères remerciements de la hiérarchie du guichet et des opérations du commerce extérieur pour cette participation massive. Vous êtes nombreux connectés sur Zoom, vous êtes également nombreux connectés sur la page de Facebook pour pouvoir suivre les informations que nous avons bien voulu partager avec vous. Et ces informations, si nous pouvons résumer, c'est pour dire que lorsque vous voulez importer votre véhicule d'occasion, il est possible de le faire dans des délais très courts pour peu que vous puissiez anticiper les procédures. Les différents panélistes vous ont identifié les différentes procédures de chacune de ces chaînes, à chacune des différentes étapes, de la phase de pré-dédouanement, c'est-à-dire les procédures que vous pouvez faire avant l'arrivée de la marchandise, jusqu'à la phase post-dédouanement, notamment avec l'immatriculation même du véhicule au niveau du bureau de transport. Donc, théoriquement, vous êtes outillé de bout en bout pour pouvoir acquérir un véhicule à l'international et l'importer au niveau du territoire camerounais. Il ne me reste plus qu'à remercier et réitérer mes remerciements cette fois adressés directement aux panélistes pour la qualité ô combien merveilleuse de leur présentation, de leur intervention et des réponses qu'ils ont adressées aux internautes qui leur ont posées directement ou bien indirectement. Et enfin, nous clôturons en présentant une fois de plus tous nos vœux les meilleurs et surtout de santé. N'oubliez pas en détail, la COVID n'est pas encore partie, donc sortons et évoluons en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement. Merci encore et bonne fin de journée. Et bon match à